Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un nouvel épisode bouleversant de Plus belle la vie. Encore plus belle, car ce qui vous attend risque bien de tout faire exploser au Mistral. Dans cette vidéo, on vous raconte en détail comment Samuel, désormais prisonnier de ses démons, franchit un point de non-retour. Addict aux opioïdes, il va jusqu'à s'enfoncer dans l'illégalité la plus totale, au risque de tout perdre, sa carrière, son honneur, et surtout, Jennifer. Cette dernière découvre enfin la vérité lors d'un face-à-face aussi brutal que déchirant. Mais est-il déjà trop tard pour sauver leur couple? Et ce n'est pas tout, du côté des Nebou. Un drame intime se joue. Babette, troublée, cède à la tentation avec Mathieu. Un baiser. Une trahison. Pendant ce temps, Patrick découvre une lettre cachée. Une déclaration d'amour qui fait voler en éclats toutes ses certitudes. Comment réagira-t-il? Leur couple peut-il encore survivre à cette tempête? Entre chutes, secrets et trahisons amoureuses, cet épisode s'annonce comme l'un des plus intenses de la saison. Restez avec nous, on vous dévoile tout. Minute par minute. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, les masques continuent de tomber, et les tensions atteignent un point de non-retour. Tandis que certains tentent de reprendre le cours de leur vie, d'autres, comme Samuel, s'enfoncent inexorablement dans des choix destructeurs. Prisonnier de son addiction? Incapable de demander de l'aide, Samuel est désormais prêt à franchir toutes les lignes rouges, quitte à tout perdre, y compris ceux qui tiennent encore à lui. Au petit matin, dans l'appartement qu'elle partage avec lui, Jennifer se réveille la boule au ventre. Les nuits agitées de Samuel, ses absences, ses sautes d'humeur, ses excuses bancales, tout l'alerte. Elle profite d'un moment d'inattention pour tenter de fouiller dans son téléphone, mais l'appareil est verrouillé par un code qu'elle ne connaît pas. Ce simple détail la blesse davantage. S'il n'a rien à cacher, pourquoi tant de secrets? Pour elle, cela ne fait plus de doute. Samuel lui ment, et elle est de plus en plus convaincue qu'il la trompe. Ce qu'elle ignore encore, c'est que la vérité est bien plus grave. Car pendant ce temps, loin du Mistral, Samuel s'enfonce dans un engrenage dangereux. Rongé par son manque. Et après la découverte de la cache de médicaments par Morgan, il sait que sa réserve personnelle est compromise. Acculé, il prend une décision radicale, se fournir en dehors du circuit médical. Dans une ruelle en périphérie de la ville, il retrouve un contact douteux, un dealer à qui il avait déjà eu affaire autrefois, brièvement, avant de se reprendre. Mais cette fois, il n'est plus question d'un faux pas passager, il négocie clairement l'achat d'opioïdes, prêt à payer cher pour assouvir son besoin. Le regard fuyant, les mains tremblantes, Samuel perd peu à peu tout ce qui faisait de lui un médecin digne de confiance. Ce pacte avec la rue, cette bascule dans l'illégalité, marque une étape décisive dans sa chute. Il croit encore pouvoir contrôler la situation, mais il est évident que sa dépendance a déjà pris le dessus. S'il est découvert, il risque la radiation, la prison, et la perte de Jennifer. Et pendant que Samuel flirte avec le point de rupture, une autre histoire prend un tournant inattendu. Babette, fragilisée par les événements récents, se laisse peu à peu gagner par une forme de trouble face à Mathieu. Ce dernier, toujours attentionné, continue de se montrer présent, rassurant et charmeur. Une complicité s'est installée. Lors d'un moment de relâchement, alors qu'ils sont seuls, Babette franchit une limite. Est-ce un geste impulsif? Un besoin de réconfort? Une échappée émotionnelle? Une chose est sûre. Ce dérapage pourrait bien bouleverser l'équilibre de son couple avec Patrick. Entre chute personnelle, trahison et désirs inavoués, l'épisode à venir s'annonce intense. Chargé en émotions et en conséquences. Rien ne sera plus comme avant. Pendant ce temps, au commissariat du Mistral, l'atmosphère se fait lourde. Morgan, encore sous le choc de sa découverte dans les vestiaires, prend son courage à deux mains et décide d'en parler à Idriss. Elle l'informe avec sérieux qu'elle a surpris Samuel en train d'avaler des opioïdes. Elle insiste sur son comportement troublant, ses crises de nerfs, et sur la boîte de médicaments retrouvée dans le casier. Pour elle, les faits sont clairs,
Samuel est en train de sombrer dans une addiction grave. Mais Idriss, fidèle à son collègue et profondément attaché à l'image de Samuel qu'il connaît depuis longtemps, refuse d'y croire. Il se braque. Pour lui, Samuel est un professionnel compétent, peut-être fatigué. Mais pas un homme qui se droguerait. Il minimise les propos de Morgane, pensant qu'elle interprète mal une situation stressante. Malgré l'évidence, il préfère se convaincre qu'il s'agit d'un malentendu ou d'un moment d'épuisement passager. Plus tard dans la journée, pourtant, un nouvel élément vient semer le trouble dans l'esprit d'Idriss. Samuel l'aborde dans un couloir, l'air détaché mais avec un regard nerveux. Il lui pose une question inattendue, est-ce qu'il connaîtrait quelqu'un, de confiance, qui pourrait lui fournir des médicaments, en particulier des opioïdes? Pour ne pas éveiller les soupçons, Samuel prétend que cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une enquête officieuse. Une infiltration, dit-il, sur un trafic qui prend de l'ampleur. Idriss est surpris, et son instinct le pousse à la méfiance. La question, le timing, le ton, tout lui semble étrange. Il sent que quelque chose cloche, mais face au regard insistant de Samuel, il finit par céder. À contre-cœur, il lui donne un nom, Pépé, un contact discret. Habitué à fournir du produit sans poser de questions. Il met Samuel en garde, lui demandant de rester prudent et de ne pas compromettre leur intégrité. Mais une inquiétude naît en lui. Car au fond, même s'il n'ose pas encore l'admettre, Idriss sent que Morgane avait peut-être raison. Et si Samuel ne préparait pas une opération, mais cherchait simplement à alimenter sa propre dépendance? Les premières fissures dans la confiance apparaissent, et bientôt, tout pourrait éclater. De son côté, Jennifer continue de s'enfoncer dans le doute et l'angoisse. Malgré les tentatives de Barbara pour l'apaiser, elle sent bien que quelque chose ne tourne plus rond chez Samuel, et chaque jour qui passe ne fait que renforcer cette impression troublante. Elle confie à Barbara un nouveau détail qui l'a profondément déstabilisée, Samuel a changé le code de verrouillage de son téléphone, sans même l'en avertir. Une décision brutale, presque agressive, qui tranche radicalement avec l'habitude qu'ils avaient jusqu'ici de tout se dire ou du moins, de faire semblant de ne rien se cacher. Ce geste, pour Jennifer, est le signe évident qu'il cherche à dissimuler quelque chose. Mais ce n'est pas tout. Poussée par ses soupçons, elle a osé faire ce qu'elle n'aurait jamais imaginé auparavant. Fouiller dans les relevés bancaires de son compagnon. Et ce qu'elle y a découvert ne fait que confirmer ses craintes les plus profondes. Samuel retire régulièrement, presque chaque semaine, des sommes importantes en liquide. Des retraits inhabituels, sans explication, souvent à des heures où il prétendait être au travail ou en intervention médicale. Ces dépenses mystérieuses, combinées à son changement de comportement, ses absences, ses sautes d'humeur et son regard fuyant, dessinent un portrait inquiétant. Pour Jennifer, ce n'est plus seulement une suspicion d'infidélité, elle commence à envisager quelque chose de bien plus grave. Et si Samuel avait basculé dans une forme d'addiction? Et s'il se mettait en danger, et mettait aussi leur couple en péril? Barbara, désormais elle aussi troublée, comprend que la situation est bien plus sérieuse qu'elle ne le pensait. Les indices s'accumulent, les silences deviennent éloquents, et Samuel semble se noyer dans un mensonge de plus en plus incontrôlable. Le point de rupture est proche. En soirée, alors que le commissariat commence à se vider, Idriss prend une décision difficile. Rongé par les doutes et les propos de Morgane qui résonnent désormais avec force dans son esprit, il décide de tout lui révéler. En aparté, il lui confie que Samuel a un rendez-vous ce soir, avec Pépé, le contact douteux qu'il lui a transmis un peu plus tôt dans la journée. Officiellement, Samuel prétend qu'il s'agit d'un échange dans le cadre d'une enquête officieuse. Mais au fond, Idriss n'y croit plus vraiment. Il sent que la vérité est bien plus sombre, et il redoute ce qu'il va découvrir. Morgane, bouleversée, comprend immédiatement la gravité de la situation. Elle n'hésite pas une seconde. Elle décide de se rendre elle-même sur les lieux, en toute discrétion, pour surveiller Samuel. Non pas par devoir policier, mais par inquiétude sincère. Elle veut savoir, elle veut voir de ses propres yeux jusqu'où son collègue est prêt à aller. Elle espère encore, peut-être, se tromper. Pendant ce temps, dans une rue excentrée et sombre,
Samuel rejoint Pépé. L'homme, au visage fermé et au comportement méfiant, l'attend près d'un vieux scooter, garé à l'écart. Samuel, capuchon foncé sur la tête, regarde autour de lui, nerveux, avant de s'approcher. L'échange est rapide, silencieux, presque clandestin. Une liasse de billets contre un petit sachet contenant plusieurs comprimés. Les gestes sont familiers, précis, ce n'est pas la première fois. Samuel récupère les opioïdes, les glisse aussitôt dans la poche intérieure de sa veste, et repart sans dire un mot. Dans ses yeux, aucune satisfaction, seulement une tension fébrile et une détresse qui ne dit pas son nom. Il ne se bat plus contre l'addiction, il s'y abandonne. Convaincu qu'il contrôle encore la situation, il ignore qu'il est déjà surveillé. À quelques mètres de là, caché dans l'ombre, Morgane observe la scène, le souffle coupé. Ce qu'elle redoutait est désormais une certitude. Samuel est en train de sombrer, et il se met en danger. Elle sait qu'elle va devoir réagir. Très vite. Avant qu'il ne soit trop tard. Alors que Samuel vient tout juste de conclure son échange avec Pépé et dissimule précipitamment la marchandise dans sa veste, le destin le rattrape brutalement. En se retournant, il tombe nez à nez sur Jennifer. Figée, elle le fixe, son regard passant de sa poche gonflée à son visage tendu, décomposé. Elle n'a pas besoin de poser de questions. Tout est là. Sous ses yeux. La vérité qu'elle redoutait depuis des jours lui explose enfin en pleine face. Samuel n'est pas en train de la tromper, il est en train de se détruire. Jennifer reste silencieuse un instant, comme assommée par ce qu'elle vient de surprendre. Son cœur bat à toute vitesse. Elle ne sait pas quoi dire, quoi faire. Samuel, lui, tente de garder contenance. Il bafouille une explication maladroite, évoque encore une fois une « mission confidentielle », mais son regard fuyant. Ses mains tremblantes et son ton creux le trahissent. Le doute n'est plus possible. Jennifer comprend que son compagnon est tombé dans une dépendance aux opioïdes. Ce face-à-face brutal pourrait bien marquer un point de rupture irréversible. Pour Jennifer, la trahison est double, non seulement Samuel lui a menti, encore et encore, mais il a aussi mis leur couple, son avenir, et sa propre santé en péril. Le couple phare du Mistral, autrefois solide et complice, vacille désormais au bord du précipice. La confiance est brisée. Reste à savoir si l'amour suffira à tout réparer, ou si l'addiction de Samuel va tout emporter. Pendant ce temps, à l'hôpital de Marseille, un tout autre type de bouleversement est en train de se produire. Babette, épuisée émotionnellement par les événements récents, cède à une tentation qu'elle avait jusqu'ici tenue à distance. En tête-à-tête avec Mathieu, dans un moment de relâchement et de vulnérabilité, elle franchit une ligne qu'elle sait dangereuse. Un geste, un baiser, une étreinte. Et c'est tout l'équilibre de sa vie avec Patrick qui menace de voler en éclats. Le trouble est profond, et les conséquences risquent d'être douloureuses. Plus loin. Dans une chambre de l'hôpital, Luna vient rendre visite à Chloé, toujours en convalescence mais visiblement soulagée de revoir son amie. Les deux femmes partagent un moment sincère, empreint de douceur et de solidarité. Luna, pleine de bienveillance, lui apporte une lueur d'espoir. Armand Billard, responsable à l'aide sociale à l'enfance, a accepté de revoir le dossier de Chloé. Mieux encore, il souhaite la rencontrer d'ici la fin de la semaine, avec Elena. Une deuxième chance, inespérée, qui pourrait tout changer. Un nouveau départ, peut-être. Pour une mère et sa fille brisées mais pas vaincues. Un instant de lumière, dans une série d'épisodes marqués par les chutes et les dérives. Pendant ce temps, au commissariat du Mistral, un détail passé inaperçu jusqu'ici refait surface et risque de tout bouleverser. Alors qu'il fait un rapide passage par la salle des scellés, Patrick récupère un objet personnel resté en attente depuis plusieurs jours, le sac à main de Babette. Ce sac, retrouvé avec les affaires médicales volées lors du cambriolage du cabinet, avait été mis de côté en attendant que la procédure de restitution soit finalisée. En le tenant entre ses mains, Patrick ressent une étrange impression. Ce sac, qu'il connaît par cœur, semble légèrement plus lourd qu'à l'habitude. Il l'ouvre machinalement, y retrouve le portefeuille, quelques effets personnels.
Rien d'anormal, jusqu'à ce qu'un faux mouvement le fasse basculer au sol. Le contenu se répand partiellement devant lui. Parmi les objets familiers, un pli soigné attire son attention. Une lettre glissée entre deux carnets, pliée avec soin, portant simplement l'inscription « Pour toi, Babette ». M. Intrigué. Patrick hésite une fraction de seconde, puis saisit la feuille et l'ouvre lentement. À mesure qu'il lit les premières lignes, son visage se ferme. Il reconnaît immédiatement le style. Les mots choisis avec précaution, et surtout, le nom de celui qui l'a signé, Mathieu. Dans cette lettre, écrite avec sincérité mais sans détour, Mathieu confesse les sentiments qu'il ressent pour Babette. Il évoque leur proximité, leur complicité naissante, et la manière dont elle l'a troublé ces dernières semaines. Il ne décrit pas un acte, mais un désir, une tentation, et laisse entrevoir qu'un lien profond s'est tissé entre eux. Pour Patrick, cette lecture est un choc. Il comprend qu'il n'a peut-être pas vu venir ce qui se tramait sous ses yeux. Si la lettre est ancienne ou récente, peu importe, elle témoigne d'un trouble, d'une faille, d'un espace intime qui s'est ouvert entre sa femme et un autre homme. La confiance vacille. Le doute s'installe. Et si Babette lui avait caché bien plus que ce qu'elle voulait admettre? Le commissaire Nebout, pourtant habitué à gérer les pires situations avec sang-froid, vacille intérieurement. Le choc est personnel, profond, et il risque de tout remettre en question. Il n'a suffi que de quelques mots pour que le monde de Patrick bascule. En dépliant la lettre tombée du sac de Babette, il découvre une déclaration à la fois simple et bouleversante. « Babette, tu connais mes sentiments pour toi et je rêve toutes les nuits de connaître les tiens. » Ces mots, d'une sincérité désarmante, résonnent comme un coup de poignard. Patrick reste figé. Le souffle court. Le cœur battant. Il lit et relit la phrase, comme s'il espérait y voir autre chose, une nuance, une ambiguïté qui n'existe pas. Mais non. Tout est clair. Il s'agit bien d'une lettre d'amour. D'un homme, Mathieu, qui aime sa femme. Et ce n'est pas un fantasme à sens unique, il y a eu une proximité entre eux, suffisamment forte pour que cet homme se sente légitime à écrire ces mots. Pour Patrick, l'effet est immédiat. Il vacille. Son esprit de policier tente de rationaliser, de garder le contrôle. Mais c'est l'homme, le mari, qui est touché en plein cœur. Un tourbillon d'émotions l'envahit, colère, trahison, peur, incompréhension. Est-ce que Babette lui a menti? Est-ce qu'elle l'a déjà trompé? Ou est-ce seulement une dérive émotionnelle? Et surtout, pourquoi n'a-t-elle rien dit? À ce stade, Patrick ne sait pas encore comment réagir. Tout en lui lutte entre l'envie de confronter Babette immédiatement et celle de prendre du recul pour comprendre. Il sent que son couple, son socle, ce qu'il croyait solide malgré les années, est en train de se fissurer dangereusement. Il pense à leurs souvenirs, à leur famille, à tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Et à ce que tout cela pourrait devenir s'il ne réagit pas. Mais une chose est certaine, le doute est semé. Et pour Patrick, cet instant marque un avant et un après. La confiance est brisée. Reste à savoir s'il choisira la confrontation, le silence, ou la reconquête. Car une tempête est sur le point de s'abattre sur les Nebout, et rien ne dit qu'ils en sortiront indemnes. Sur les quais silencieux du port de Marseille, bercés par le clapotis des vagues et le bruissement discret des voiliers amarrés, Babette retrouve Mathieu. L'ambiance est feutrée, presque suspendue. Le lieu, à l'écart de l'agitation du Mistral, devient l'écrin parfait pour un moment intime, fragile, mais chargé de tension. Babette avance d'un pas hésitant, le regard doux mais tourmenté. Dans ses mains, un petit objet, simple, mais lourd de sens, un carnet à la couverture de cuir souple, accompagné d'un crayon. Elle le tend à Mathieu avec une sincérité désarmante. « Pour toi, murmure-t-elle. Pour que tu puisses réécrire la lettre. Celle que je n'ai jamais pu lire. » Mathieu est surpris, ému. Il comprend qu'elle a découvert ces mots, mais surtout qu'elle a été touchée. Il lit dans ses yeux cette émotion contenue, cette fragilité nouvelle qui bouleverse leur rapport. Babette n'est plus seulement l'infirmière solide et la femme de flic. Elle est une femme en plein doute, en quête de vérité, et de désir. Puis,
Dans un souffle à peine audible, elle lâche ce qui semble irréversible. J'aimerais connaître la suite. Cette phrase, simple en apparence, est un point de bascule. Elle n'attend pas de réponse. Elle ouvre une brèche. Et dans cette faille s'engouffre l'inévitable. Babette s'approche, le cœur battant, les certitudes en miettes, et pose ses lèvres sur celles de Mathieu. Un baiser long, retenu d'abord, puis assumé, comme une libération. La tension entre eux, latente depuis des semaines, éclate enfin. Dans ce moment suspendu, Babette ne pense ni à Patrick, ni à ses responsabilités. Elle écoute ce trouble qu'elle n'a plus ressenti depuis longtemps. Ce frisson interdit. Cette faille dans sa routine. Mais ce geste n'est pas sans conséquence. Car au même instant, au commissariat, Patrick, seul face à la lettre de Mathieu, encaisse encore le choc. Et si le lien entre Babette et Mathieu semblait jusqu'ici ambigu, ce baiser vient de tout faire basculer, la tentation est devenue adultère. L'équilibre du couple Nebou est désormais brisé. Reste à savoir si l'amour et le pardon suffiront à réparer ce qui vient d'être trahi, ou si ce baiser marquera le début d'une séparation inéluctable. Vous l'aurez compris. Ce nouvel épisode de Plus belle la vie marque un véritable tournant pour plusieurs personnages clés. Samuel est au bord de l'effondrement, son avenir professionnel et sentimental suspendu à un fil. Jennifer, quant à elle, est confrontée à une trahison qu'aucune femme ne devrait subir. Pourra-t-elle encore lui tendre la main, ou choisira-t-elle de le laisser sombrer? Et que dire de Babette et Patrick? Leur couple, si solide en apparence, vacille dangereusement. Entre la lettre de Mathieu et ce baiser échangé sur les quais, les fondations s'effritent. Patrick parviendra-t-il à surmonter le choc? Ou cette blessure sera-t-elle celle de trop? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Pensez-vous que Samuel peut encore s'en sortir? Et les Nebou, survivront-ils à cette épreuve? Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite et activez la cloche, car la suite s'annonce explosive. À très vite sur la chaîne pour de nouveaux rebondissements au cœur du Mistral.